L'assassinat de Charlie Kirk, cette figure ultra-conservatrice américaine, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Une onde de choc, oui, Et puis, cette traque intense, 33 heures, qui mène à l'arrestation d'un suspect, Tyler Robinson, 22 ans. c'est ça. Alors aujourd'hui, on va se pencher un peu sur ce jeune homme. Qui est-il au fond, au-delà des gros titres qui ont secoué le pays? Oui, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui? Pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur pas mal d'articles de la presse française. On a regardé Le Nouvel Obs, France Info, RFI, La Dépêche, BFM TV et quelques autres. L'idée, c'est d'assembler les pièces. Exactement. Essayer de dresser un portrait factuel, nuancé, de ce Tyler Robinson, d'après ce que rapportent ses sources. Voilà. Notre objectif, c'est pas de juger, hein, évidemment. C'est de comprendre le parcours, le profil, tel qu'il est décrit. Démêler un peu le vrai du faux, ou en tout cas les faire rapporter des spéculations. C'est ça. Une exploration, quoi, pour mieux cerner les contours de l'affaire et de l'individu, mais toujours en se basant sur ce qu'on a lu dans nos sources. Parfait. Alors, commençons peut-être par l'arrestation elle-même. Un petit rappel des faits. Charlie Kirk, tué par balle, dans le cou. Oui, lors d'un débat public à Orem, dans l'Utah, sur un campus universitaire. Et tout de suite, une énorme chasse à l'homme est lancée. Une traque de 33 heures, hein, donc. Elle se termine le jeudi 11 septembre au soir avec l'arrestation de Robinson. L'annonce officielle, elle, c'est le lendemain, le vendredi. Et un détail important, il n'est pas arrêté sur place. Ah non, pas du tout. Il est appréhendé dans le comté de Washington, c'est dans le sud de l'Utah. C'est assez loin du lieu du crime, en fait. D'accord. Et là, il y a un élément assez marquant qui semble avoir tout fait basculer, l'implication de sa propre famille. Absolument. C'est un tournant dans l'enquête. Comment ça s'est passé exactement? Eh bien, d'après ce que rapportent plusieurs médias, comme France Info ou le Huffington Post, qui citent le gouverneur de l'Utah, Oui, un membre de la famille de Robinson aurait d'abord contacté un ami. Et c'est cet ami qui ensuite a alerté la police, en disant quoi? en disant que Tyler Robinson aurait avoué ou laissé entendre son implication dans l'assassinat. C'est la formule qui revient. Ah oui, quand même. Et France Info, je crois, il parle même d'une confrontation directe avec son père, Matt Robinson, en citant le New York Post. Oui, c'est ça. Le père l'aurait reconnu sur les photos diffusées par la police. Il y aurait eu une confrontation. Tyler aurait avoué. Et il aurait menacé de se suicider. C'est ce qui est rapporté, oui. Et suite à ça, la famille aurait coopéré avec les autorités pour qu'il se rende ou pour son interpellation. RFI ajoute même, toujours d'après le NY Post, que le père travaillerait pour le bureau du shérif local. Donc ce rôle de la famille est vraiment central. Tout à fait. Central dans le dénouement de la traque. Et ça dessine d'emblée une dynamique familiale complexe, on peut dire. Oui, parce que cette même famille, elle est décrite ailleurs comme unie, sans problème apparent. C'est un peu le paradoxe, non? Exactement. Et c'est là qu'on entre dans le portrait de Tyler Robinson lui-même, qui est plein de ces paradoxes. Alors justement, ce cadre familial, il est né, il a grandi à Saint George, dans ce même comté de Washington où il a été arrêté. C'est ça. Une famille qu'on décrit comme classe moyenne, typique. Les parents sont mormons. Quoique, la Croix précise qu'il serait non pratiquant. D'accord. Et inscrit comme républicain sur les listes électorales. Le père est vendeur de plans de travail, la mère assistante sociale ou dans le secteur de la santé. Et Tyler est l'aîné de 3 garçons. Une image de normalité américaine, en quelque sorte. Oui, en apparence. Et ce qui frappe aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pas de casier judiciaire. Zéro. C'est confirmé par le gouverneur Cox, repris partout, France Info via NBC News notamment. Dans l'Utah, il était totalement inconnu de la justice. Un jeune homme sans histoire sur le plan légal, ce qui rend l'acte dont il est accusé encore plus déroutant. Tout à fait. Et son parcours scolaire, ça semble confirmer cette image au début en tout cas. Comment ça? Le Nouvel Obs, Euronews, ils le décrivent comme un élève brillant, intelligent, travailleur, même respectueux. Ah oui. Carrément chouchou des profs, selon certains. C'est ce qui ressort de certains témoignages, oui. Il a son diplôme de lycée en 2021 et il décroche une bourse présidentielle assez prestigieuse apparemment, 32 000 $. Oui, pour aller à l'université d'État de l'Utah. Euronews parle même d'une vidéo où on le voit lire sa lettre d'admission tout ému, tout fier. Donc un parcours qui s'annonçait bien. Oui, mais attention, il n'y restait qu'un semestre à l'université. En pré-ingénierie, c'était en 2021. Ah d'accord, et après? Après, au moment des faits, en fait, il était en apprentissage. D'après France Info et le Nouvel Obs, il était en 3e année d'apprentissage en électricité à l'Institut de technologie de Dixie à St. George. Donc il avait changé de voie. D'accord, donc un parcours un peu moins linéaire que prévu, mais toujours dans une formation. Mais alors, la personnalité,
Là, ça devient plus flou. Oui, c'est là que les témoignages divergent vraiment. D'un côté, on a sa grand-mère, citée par France Info, qui dit qu'il était impeccable. Une concierge de son ancienne école qui parle d'un garçon très attentionné, calme, respectueux. Oui, le Nouvel Obs cite même une ancienne camarade qu'il voyait limite comme un futur leader, un potentiel PDG. Ah oui, un. Et de l'autre côté? Bah, c'est tout l'inverse. Une ex-voisine, reprise par France Info et le Huffington Post, dit qu'il était toujours distant. Elle ajoute « il ne disait jamais bonjour ». Carrément. Et les voisins actuels, d'après le Nouvel Obs, le décrivent comme renfermé. Ils disent qu'ils le connaissaient à peine, enfin, ils connaissaient surtout sa voiture. Ah oui, la fameuse Dodge Challenger grise. Elle, on l'a remarqué. Apparemment, oui. Comment on explique des perceptions aussi opposées? C'est étrange, non? C'est la grande question. Est-ce que c'est une personnalité qui avait plusieurs facettes, ou est-ce que les gens ne le connaissaient tout simplement pas bien? Ou peut-être qu'il a changé avec le temps? Difficile à dire. Les sources ne permettent pas de trancher, mais elles montrent bien cette complexité et cette contradiction dans les perceptions. Et cette complexité, on la retrouve aussi sur le plan politique, qui est évidemment central vu la cible. Et là encore, c'est un peu une énigme, Oui, parce qu'il est inscrit sur les listes électorales. mais sans affiliation politique déclarée. Euronews, BFM TV, il confirme qu'il n'a pas voté à la présidentielle de 2020. Et Lacroix ajoute qu'il n'aurait pas voté non plus en 2024. Donc pas un militant actif, a priori. A priori, non. Mais il y a quand même ce témoignage familial important rapporté par le gouverneur Cox et repris par beaucoup de médias, France Info, Uftost, Nouvel Obs, BFM TV, Euronews, Qu'est-ce qu'il dit, ce témoignage? qu'un proche aurait indiqué que Tyler Robinson était devenu plus politisé ces dernières années. Ah, Et on parle même d'une conversation récente où il aurait dit beaucoup de mal de Charlie Kirk et de ses idées. Il l'aurait décrit comme plein de haine, quelqu'un qui propageait la haine. Et il aurait mentionné sa venue prochaine dans l'Utah. donc une hostilité claire envers Kirk. Ça semble établi d'après cette source. Oui. Mais là encore, il y a des nuances, des contradictions. C'est-à-dire? Mais France Info cite un ancien collègue électricien qui dit qu'au travail, il parlait pas politique, mais qui n'aimait ni Trump ni Charlie Kirk. D'accord. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Sauf que un ancien camarade de lycée, cité aussi par France Info et le Nouvel Obs, lui, il se souvient de Tyler et de sa famille comme de fervents soutiens de Trump. Mais ça, c'était avant 2020. Alors là, famille républicaine, peut-être pro-Trump avant, mais lui qui n'aime ni Trump ni Kirk, mais qui développe une hostilité spécifique envers Kirk. C'est pas simple à suivre. Non, c'est pas linéaire. Ça suggère une évolution politique, si elle existe, qui est peut-être tortueuse, ou en tout cas pas évidente à décrypter juste avec ces éléments. Un jeune homme d'un milieu républicain qui s'affilie pas, qui vote pas, mais qui devient hostile à une figure de la droite radicale, les signaux sont vraiment contradictoires. Et puis il y a les munitions. Les inscriptions sur les douilles, et ça c'est peut-être l'indice le plus direct sur les motivations, non? Même si c'est ambigu aussi. Oui, c'est un élément clé rapporté par beaucoup de sources. France Info, HuffPost, La Dépêche, BFM TV. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, il y a des messages clairement antifascistes, du genre fasciste attrape ça », et aussi le refrain de Bella Ciao. L'hymne des partisans italiens. Ça pointe clairement vers un mobile politique. Oui, très clairement. Mais c'est là que ça devient bizarre. La Dépêche et le Nouvel Obs mentionnent aussi d'autres inscriptions. Comme quoi? Si tu lis ça, tu es gay, LMAO. LMAO pour Laughing My Ass Off. Mort de rire, quoi. Et peut-être des symboles de jeux vidéo aussi. Ah oui, ce mélange est, pour le moins déroutant, antifasciste et, si tu lis ça, tu es gay LMAO. C'est très étrange. Ça complique l'interprétation du mobile. Les autorités, elles disent quoi? BFM TV et La Dépêche rappellent qu'elle parle d'un acte ciblé. Oui, l'acte est ciblé, ça semble clair, mais le mobile précis avec ce mélange d'inscriptions, ça reste à établir formellement. Surtout que, d'après CNN, cité par France Info, depuis qu'il a un avocat, Robinson ne dit plus rien aux enquêteurs. Il est mutique. Donc cette juxtaposition sur les douilles, c'est vraiment une des grosses énigmes de l'affaire. Comment un message politique aussi clair peut cohabiter avec autre chose? Des références plus personnelles, provocatrices, de la culture web peut-être? L'enquête devra essayer de comprendre ça. Bon, et si on met la politique de côté un instant, qu'est-ce qui ressort d'autre des sources sur ses centres d'intérêt, sa vie? Alors, le Nouvel Obs et La Croix parlent d'une passion pour les jeux vidéo. Un ami évoque même une obsession. Quel jeu? On cite Halo, Call of Duty, des jeux de tir, mais aussi Minecraft. Il s'intéresserait aussi aux bandes dessinées, à l'actualité
Et on a déjà parlé de sa voiture, la Dodge Challenger. Oui. Le Nouvel Ops note aussi qu'au lycée, il fréquentait l'espace du Junior ROTC. C'est un programme d'initiation militaire pour les jeunes. Ah, d'accord. Un intérêt pour le militaire, hein. Peut-être, on ne sait pas à quel point il était impliqué. Et puis, il y a ces photos de famille dont parle France Info et le Nouvel Ops. On le voit plus jeune, avec ses frères et des armes à feu. Dans quel contexte? Lors d'activités de loisirs, genre chasse ou camping. La Croix souligne d'ailleurs que posséder des armes et faire ce genre d'activité, c'est très courant là où il vivait, dans cette partie rurale de l'Utah. D'accord. Et sur l'enquête purement matérielle, l'arme du crime? Oui, RFI et Euronews mentionnent le fusil retrouvé près de la Seine. C'est un fusil à verrou, type Mauser, calibre 30-06, une arme assez classique pour la chasse ou tir sportif. Et on parle aussi de messages sur Discord. C'est ça. Son colocataire les aurait transmis aux enquêteurs. Apparemment, il y serait question du fusil, d'équipement. Mais attention, le NY Post via France Info dit que Discord contesterait que la planification du meurtre ait eu lieu sur leur plateforme. Donc, à prendre avec prudence. Et la vidéosurveillance? Elle semble confirmer certaines choses, d'après Euronews et RFI. On verrait un suspect arriver sur le campus dans une voiture qui ressemble à la sienne, avec des vêtements similaires à se retrouver ou vus sur les images de son arrestation. Donc des éléments matériels qui semblent converger. Oui, ça renforce l'hypothèse de son implication, clairement. Et pour finir, les sources replacent aussi tout ça dans un contexte plus large. Oui, il y a l'appel immédiat de Donald Trump à la peine de mort pour le suspect, rapporté par France Info. Et puis la dépêche, RFI, y mentionne cette ambiance de violence politique qui monte aux États-Unis. Exactement, comme toile de fond à cet événement. Bon, alors si on essaye de rassembler un peu tout ça, toutes ces pièces que nous donnent les médias français, l'image qui se dégage, c'est quoi? C'est une image très complexe, fragmentée même. D'un côté, on a ce parcours presque lisse. Bon élève, milieu familial stable, pas de casier. Et de l'autre, cet acte d'une violence inouïe, ciblée, des signes de politisation récente, mais mélangés à des messages très bizarres. Et ces témoignages sur sa personnalité qui vont dans tous les sens. C'est ça, on a le jeune homme prometteur et puis l'individu distant, renfermé. Donc, les sources, finalement, elles dessinent moins un profil clair qu'un puzzle plein de contradictions. Exactement. Elle nous montre un individu avec plein de facettes qui résiste aux explications simples, aux caricatures. Beaucoup de questions restent ouvertes sur ses motivations profondes, sur le cheminement qui a pu conduire à cet acte. Et c'est peut-être ça l'intérêt de regarder toutes ces sources ensemble. Précisément, ça montre qu'il faut être prudent. Face à un profil aussi paradoxal, il faut croiser les infos, regarder les nuances que chaque média apporte. Et surtout, ne pas tomber dans les conclusions hâtives ou les récits trop simples. Les sources nous donnent des éléments, mais le puzzle est loin, très loin d'être complet. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que se plonger dans ce genre de portrait médiatique, ça aide à comprendre la complexité derrière ces faits divers tragiques. Ça montre combien il est difficile de vraiment cerner les gens et peut-être aussi les tensions qui traversent nos sociétés polarisées. Oui, et pour continuer la réflexion, peut-être une dernière pensée. Les inscriptions sur les munitions, elles pointent vers un mobile politique antifasciste. C'est fort. Mais en même temps, nos sources nous parlent de sa passion pour les jeux de tir, de son rapport aux armes à feu dans un contexte familial, régional, bien précis, et de ce caractère décrit comme introverti, distant. Oui, c'est vrai. Comment tous ces éléments s'articulent? L'explication politique est là, bien sûr, mais comment elle interagit avec le reste? Le personnel, le social, le culturel. Comment comprendre la coexistence de tout ça chez une seule personne? Le politique affirmé, l'intérêt pour les armes, la violence simulée des jeux, et puis les traits de caractère rapportés. C'est une question vertigineuse et qui restera sans doute en partie sans réponse. En tout cas, si cette exploration des sources vous a intéressé, vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette discussion et à la partager. Vos retours comptent beaucoup pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.